Dernière partie donc, où on va se concentrer assez rapidement sur donc différentes diffusions du système alphabétique. Ici donc le sogdien qui vient, comme je l'avais expliqué dans la partie précédente, d'une adaptation cursive inspirée ou directement issue du moyen persan, c'est-à-dire du pahlavi, c'est-à-dire de l'araméen d'Empire adapté à la langue parthe, le pahlavi, puis au moyen persan de l'époque sassanide, ou avec une inspiration d'autres cursifs araméens comme le syriaque ou le manichéen. Donc le sogdien qui se développe en Asie centrale pour la langue indo-européenne d'Asie centrale de Sogdiane au 2e, 3e, 4e siècle de notre ère. On a la même chose dans le Kharezm d'ailleurs, un petit peu au nord-ouest. Et ce sogdien est probablement à l'origine donc du système d'écriture ouïghour, avec le passage par les runes turques, qui sont complètement indépendantes des runes germaniques. Un système ouïghour qui continue à travers le système mongol impérial. Donc on a ici une inscription funéraire mongole et syriaque. Donc on a le syriaque en haut de cette stèle et le système mongol en dessous. Donc système mongol qui s'écrit de haut en bas, à la fois à partir de... Vous voyez que c'est déjà le cas du sogdien, et ça reste le cas ensuite avec son adaptation dans l'empire mandchou, les Mandchous qui conquièrent la Chine au XVIIe siècle et qui eux aussi écrivent de haut en bas. En réalité, le syriaque lui-même s'écrit déjà de haut en bas dans les inscriptions. Donc ça n'est pas une inspiration à partir du chinois, en réalité, c'est vraiment un système d'écriture propre à une bonne partie des araméens cursifs. Alors, un autre système qui, comme l'arménien et le géorgien et le runique, semble presque inventé pour s'inspirer du système alphabétique, mais inventé en parallèle, inventé par inspiration. Donc le glagolitique, qui va permettre d'écrire les langues slaves du Sud, à l'époque de la christianisation, l'époque de Cyril et Méthode. Et puis, plus tard, l'irruption donc de l'alphabet grec, qu'on appelle aujourd'hui le cyrillique, avec l'introduction de quelques expressions, de quelques formes glagolitiques, mais le cyrillique qui finit par remplacer, pour l'essentiel, le glagolitique, au cours du Moyen-Âge. Et donc on voit bien cette diffusion de l'alphabet. Quand on parle d'alphabet latin d'Empire est complètement différent de l'alphabet latin qu'on trouve dans son évolution cursive au Moyen-Âge, avec l'écriture caroline, avec le latin médiéval à jambage, comme on voit en dessous. On est dans un autre type d'alphabet en réalité. La définition d'un alphabet, c'est comme la définition d'une espèce dans un système d'évolution. On est en permanence dans une évolution, dans un continuum d'évolution. Les espèces, ce sont des catégories artificielles. Et de la même manière, donc, la définition d'un alphabet, c'est une catégorie artificielle. Donc on voit comment on passe du mérovingien au latin médiéval à travers l'écriture caroline qu'on voit ici, et qui est l'origine donc de nos minuscules. Donc l'évolution également d'autres alphabets. Donc en fait n'importe quel alphabet peut s'adapter à n'importe quelle langue, contrairement à ce qu'on entend souvent. Et qu'on entend par exemple pour justifier la réforme de l'alphabet turc qui s'écrivait en caractère arabe et qui est passé en caractère latin. En réalité, les alphabets sont aussi des relations de domination. Les alphabets ont été pendant très longtemps liés en fait à l'usage de la langue, et donc on a pu écrire de l'arabe en caractère syriaque lorsqu'on était chrétien de confession syro-orthodoxe. On écrivait sa langue arabe avec l'alphabet syriaque, de la même manière qu'on pouvait écrire le turc en alphabet grec en Cappadoce, dans des populations donc, qui étaient de langue gréco-orthodoxe, mais qui étaient de langue turque, mais de religion gréco-orthodoxe. Donc l'alphabet était la marque de la confession, était la marque de la religion, avant tout. Et donc en réalité, l'alphabet peut s'adapter à n'importe quelle langue, et donc on voit bien que l'alphabet polonais n'a pas du tout le même nombre de lettres que l'alphabet latin. L'alphabet polonais est adapté à la langue polonaise, ce n'est pas l'alphabet latin directement, c'est un autre alphabet qui est adapté pour toutes les variations de consonnes qui n'existent pas en latin. De même, l'alphabet islandais est un alphabet latin qui est adapté à une langue qui comporte une bonne dizaine de voyelles notées. Et donc on a une adaptation, et y compris donc l'importation de consonnes à partir du runique, comme cette lettre-là. Donc c'est exactement la même chose, on peut tout à fait adapter l'alphabet arabe, et ça a été le cas pendant tout le Moyen-Âge, l'alphabet arabe à des systèmes qui ne sont pas du tout sémitiques.
L'alphabet latin dérive lui-même de l'alphabet phénicien, qui était un alphabet sémitique. Donc on est dans le cadre d'une adaptation d'un alphabet sémitique à une langue non sémitique. De la même manière, l'alphabet arabe s'adapte à l'alphabet ouïghour très facilement. Et donc on a ici cet alphabet ouïghour qui comporte un grand nombre de voyelles, comme toutes les langues turques, adaptées à partir de la langue sémitique, de l'alphabet sémitique. Et donc voilà un dernier exemple de cohabitation de différents systèmes alphabétiques au début de l'islam, donc sur un sous-d'or africain, c'est-à-dire de Tunisie actuelle, où on voit écrit Africa et Solidus Africa, etc. Et où on voit donc aussi la formulation au nom de Dieu, donc la shahada arabe, In nomine Domini non Deus nisi Deus non similis. Une traduction de la shahada arabe en latin.